Bonjour et bienvenue dans le point lecture de juin. Voilà, je suis toujours aussi bien organisée. Ah bah tiens, comme ça vous aurez la surprise. Je plaisante, commencez pas, voilà. J'essaye de vous montrer tous les bestiaux. Ah, vous arrivez à tout voir? Magnifique. Comme vous l'avez vu, au point update de mi-juin, et j'espère que vous êtes allés, sinon je vous mets les références quelque part. Pour les petits nouveaux, je fais quelquefois des updates lecture en milieu de mois, enfin j'essaye le plus souvent possible. Je remercie ceux qui arrivent, je remercie les anciens, et je remercie ceux qui font des commentaires. Voilà. Alors dans ce point lecture, je vais parler rapidement des 4 premières lectures que j'aborde dans le update, parce que bon... voilà, j'en ai parlé plus longuement la dernière fois, donc autant que vous alliez voir la vidéo. Sinon, je vais faire rapide, style 2-3 minutes par livre pour vous faire une espèce de refresh. Sinon, bah écoutez, voilà, hein, j'espère. Alors, je vous parlerai plus profondément des 3 livres que j'ai lus après le update lecture dans, on va dire, le mois de juin. On va dire qu'il y a eu 2 flops, 2 peut me faire et 2 coups de cœur et un troisième, pas coup de cœur, mais un très 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 bon truc. Mais comme c'est de la BD, je l'ai mis à part, je sais, c'est de la littérature. J'y reviendrai dans l'été, vous verrez. Mais voilà, je l'ai mis à part parce que vous allez comprendre. Oui, je sais, je complique toujours tout, c'est une catastrophe. Alors à la fin de la vidéo, je vous invite justement... soit ma tronche ne revient plus et vous en avez marre de ce que je vous raconte, ou le livre que vous adorez, je viens de le descendre, donc vous en avez marre déjà. Allez à la fin parce que je vous explique un truc pour cet été. Sinon, en fait, en gros, pour faire court, vous allez entendre le bruit du ventilateur. Il fait actuellement 28,2. Donc si vous me voyez m'éponger, vous comprendrez, hein, voilà. Voilà, c'est une catastrophe naturelle. On a un peu de vent, mais ça ne sert plus à rien. Donc la nuit, c'est chaud, la journée, c'est chaud. Voilà. Voilà. Bref, on va commencer le point lecture de juin. Donc on va commencer par une déception. Bah oui, tant qu'à faire, hein, voilà. Alors la déception, enfin une des 2 déceptions du mois, c'est celui-là. Bref, dans les geôles de Sibérie, donc de Johan Barbero. Alors je l'ai trouvé chez France Loisirs, mais il était chez Stock. Alors c'est le témoignage de Johan Barbero, qui était en fait un attaché culturel à Irkoutsk, donc en Russie, auprès du lac Baïkal, et qui a été arrêté par les policiers russes d'une façon, comment dire... musclé, et qui a été accusé en fait de pédophilie sur sa fille. Et Johan Barbero va être interrogé, très musclé aussi, condamné à la va que je te pousse, et mis en prison, et ensuite il va faire un petit séjour en hôpital psychiatrique. Bon, ça c'est pour vous résumer à peu près ce qu'il déroule. Le but, c'est que je vous dise mon avis. Bon, c'est une grosse déception, voire un gros flop pour moi, parce que j'attendais de lire ce témoignage depuis un moment. Si vous voyez l'update, vous comprendrez pourquoi. Et j'ai été déçue parce que l'auteur, pour moi, ne fait qu'étaler sa culture dans un style assez précieux. Et vas-y que je te mets une couche sur ma culture russe, et vas-y que je te mets une couche sur ma jeunesse, et je suis un jeune homme assez, on va dire, entre le niais et le insignifiant quand il se décrit, ce qui est assez étonnant. Il atterrit par un concours de circonstances, auto-glorification, comme attaché culturel. Il va tomber amoureux d'une Russe, alors un truc digne de Harlequin croisé avec un faux Tolstoï. Mais bon, on n'est pas Tolstoï qui veut, hein, voilà. Donc, alors, les seuls intérêts pour moi du livre, ça a été vraiment les passages où il est en prison, où il explique le fonctionnement d'une prison, comment il y a des strates et des castes dans les prisons russes. Voilà, tout ça. L'hôpital psychiatrique, toutes les pages sur l'hôpital psychiatrique sont intéressantes. Mais alors, au milieu, enfin, c'est-à-dire les 3/4 du bouquin, voilà, c'est précieux, autosatisfait. J'ai vraiment aucune... Alors en plus, le pire, je pense, c'est de n'avoir
aucune empathie avec la personne. C'est-à-dire qu'il a quand même été arrêté, condamné à tort de pédophilie envers sa fille, Diane, mais franchement, à aucun moment vous vous dites oh, pauvre vieux, va. Non, voilà. Il s'envoie des brassées de douce sur sa vie amoureuse une fois qu'il est là-bas, avec un espèce de trio de deux femmes et lui. Enfin bon, bref. C'est même pas ça qui m'a choqué parce qu'il m'en faut un peu plus pour me choquer. Beaucoup plus. Voire carrément presque rien, on va dire, sur certaines choses. Mais alors là, voilà. Donc, dans les geôles de Sibérie, voilà. Première lecture où je me suis dit, c'est pas possible. Donc, j'ai enchaîné par un deuxième. Gros coup de cœur pour Anatolia Rhapsody de Kenan Gorgun, donc chez Escale Noire. C'est une maison d'édition belge, il est belge. Et alors là, c'est The coup de cœur qu'on ne s'attend pas. Hein. C'est vraiment un livre témoignage, mais un livre intelligent, profond. Alors à la fois réaliste et idéaliste. Il va raconter l'émigration et l'immigration de ses parents qui vont venir travailler en Belgique dans les années 60. Il va raconter sa vie, enfin la culture de ses parents, ce qu'ils faisaient en Anatolie, donc en Turquie, comment ils ont été accueillis en Belgique, comment ils ont essayé de se fondre en Belgique, comment ils ont donné un prénom à leur fils qui cadre avec la culture, le pays où il est né, c'est-à-dire la Belgique, et qu'à la maison, il appelait par un autre nom, turc. Et donc, en fait, il explique qu'il avait un peu le cul entre deux chaises, entre deux cultures, puisque, en fait, en gros, il était à la maison dans une culture 100% turc avec le passé, l'héritage émotionnel, l'héritage culturel, l'héritage familial. Et dans la vie de tous les jours, il était en Belgique, un garçon belge comme un autre qui allait à l'école publique, qui apprenait l'histoire de la Belgique, etc. Un peu comme les Français qui apprennent nos ancêtres les Gaulois, hein, je veux dire. Voilà, donc c'est un livre, mais d'une beauté. Alors déjà, il a une plume sublime. Moi, j'ai adoré parce que comme je vous dis, il est réaliste et il est aussi très lucide sur ça. Alors lui, il va faire l'effet inverse puisqu'il explique pourquoi il est reparti en Turquie et qu'est-ce qu'il a trouvé aussi, puisque il dit que, et il a raison sur ça, c'est que les cultures s'enrichissent et qu'il faut quand même aussi être curieux d'aller voir l'autre pour qu'il nous explique sa culture, mais que c'est pas à double sens. Et il dénonce aussi ses compatriotes, entre guillemets, de sang, en leur disant ouais d'accord, mais ne restez pas entre vous, allez voir ceux d'en face pour leur expliquer, parce que vous allez prendre le meilleur de ceux d'en face, ils vont prendre le meilleur de vous, et nous, on va pouvoir former quelque chose de mieux, parce que les différences enrichissent, n'approvisent pas, contrairement à certains esprits étriqués, et c'est valable dans tout, dans les arts, dans les langues, dans tout. Voilà, donc si vous aimez la cuisine, vous allez prendre une recette typique, vous allez agrémenter votre grain, et peut-être demain, votre petit-fils sera chef avec la recette où vous avez mélangé à peu près toutes les cultures. Voilà. Pour vous schématiser, c'est comme ça que ma grand-mère expliquait que la richesse... Enfin, mes grand-mères expliquaient la richesse que leur avaient donné plusieurs cultures. Voilà, donc elle me disait, voilà, tu as un plat à la maison, là, on a mélangé plusieurs recettes familiales de diverses cultures, et regarde comme c'est bon. Voilà. Pour en revenir à Anatolia Rhapsody, moi j'ai trouvé que c'était un petit bijou. J'ai vraiment adoré la plume de l'auteur. C'est vraiment quelque chose sur l'émigration, la migration, l'immigration qui est vraiment fabuleux. C'est un auteur que je vais suivre et je vais essayer de me renseigner. Enfin, j'ai vu les titres qu'il a écrit. Je vais m'en acheter un autre ou peut-être deux autres parce que je veux vraiment voir ce qu'il écrit. J'ai vraiment aimé. Si vous aimez cette thématique-là, si vous aimez l'héritage émotionnel, familial, le poids que ça peut faire poser sur vos épaules, même si c'est une culture intelligente, intéressante et que vous la portez, allez-y, c'est vraiment un très très bel ouvrage. Anatolia Rhapsody, donc de Kenan Gorgun, chez Escale Noire, donc chez nos amis belges, s'ils passent par là, les petits belges. Ça, le bruit que vous avez trouvé, alors vous allez voir, voilà, vous la voyez là, la queue de Hux? Ouais, bien sûr, hein, je tourne quelque chose, j'ai chaud, lui il se colle à moi, parce que j'ai pas assez chaud. Un chat à poil. Cool? Un ours?
s'en fout, mais là, on dirait au Malais. Bref, la fille qui va faire encore 45 minutes rien que sur le chat. Bon, les fans de Hugs, vous l'avez vu, hein, donc c'est bon. Enfin, vous avez vu un bout. Alors, je fais la BD parce que je fais par ordre de lecture. Donc, la BD, c'est La patrie des frères Werner, dont je vous ai parlé dans l'update lecture. C'est de Sébastien... J'ai un problème avec son prénom. Philippe Collin et Sébastien Goethals, donc c'est chez Futuropolis. C'est les papas, entre guillemets, du magnifique ouvrage Le voyage de Marcel Grob, que j'avais adoré, que j'ai chroniqué sur cette chaîne. Alors là, nous sommes en présence de l'histoire sur 30 ans de l'Europe et des Allemagnes. Puisque, en fait, il va partir de deux Allemands qui sont en 1945 dans les ruines de Berlin, qui sont juifs, allemands, qui ont survécu, mais pas leurs parents, et qui vont décider de partir à Leipzig. Mais Leipzig va devenir, va être englobé dans ce qu'on appellera, nous, les vieux, la RDA, c'est-à-dire la République démocratique allemande, donc qui était rattachée au bloc de l'Est, donc soviétique, mais qui va s'en défaire assez rapidement sous Honecker. Et l'Allemagne de l'Ouest, arrête de faire bouger. Il est insupportable ce truc. La RFA. Et en fait, on va suivre la vie de ces garçons, donc dans la RDA, qui vont être récupérés par la Stasi, donc les espions est-allemands, qui vont être formés, entraînés pour devenir des espions, et qui vont se revoir attribuer une mission, chacun d'un côté du mur. En fait, chacun, voilà, il y en a un qui va rester en RDA et l'autre qui va être à Berlin-Ouest, donc Berlin des capitalistes méchants. Et ils vont être remis en contact grâce à un match historiquement très connu, oui, pour les fans de foot, alors en plein euro, hein, voilà, je commenterai rien, je commente pas, je commente pas. Non, je stresse, donc je commande pas. Et qui... je me suis déjà fait le tableau final et tout. Je commençais à faire mes trucs. Bref. Et c'est un match historique qui s'est passé en 1974 entre la RFA et la RDA. Donc c'était vraiment... Bien sûr, c'était un match de foot, hein, vous allez me dire. Mais c'était un match avec enjeu géopolitique et politique. Et Honecker de la RDA en faisait vraiment le point d'orgue qui pouvait, si la RDA... Et on connaît maintenant les méthodes d'entraînement et de dopage de la RDA. Si la RDA mettait la pâtée à la RFA, même de peu, ça voulait dire que son système était meilleur que le méchant capitaliste d'à côté. Alors, pour la petite histoire, là, la RDA a gagné sur un but à la 77e. Mais oui, le match est accessible sur YouTube ou sur je ne sais pas quoi, donc allez-y, hein, n'hésitez pas. Je sais pas s'il est accessible sur YouTube, mais en tous les cas, vous verrez sûrement des extraits. C'est un match emblématique, hein, donc voilà. Et en fait, Goethals et Collin vont développer l'histoire des deux Allemagnes, vont développer l'histoire de ces deux frères, mais à travers leur parcours, leur idéologie, leur endoctrinement de l'Est. L'un ouvre les yeux, l'autre, malgré le fait qu'il ait toutes les richesses sous les yeux, ne les ouvre pas, reste fidèle. Mais ils se confrontent tout en étant des frères. Et c'est aussi l'histoire de l'Europe, l'histoire de notre histoire. Alors vous, les plus jeunes, n'avez connu que l'Allemagne réunifiée, hein. Moi, j'ai vu tomber le mur de Berlin. Je suis restée toute la nuit devant la télévision parce que c'était historique. Et vous imaginez même pas l'émotion, même sans être allemand, ce que j'ai pu ressentir parce que nous, on connaissait la guerre froide et on voyait ça et c'était une espèce de brisure, quoi. Bref, donc c'est un petit condensé de l'histoire d'Europe, de l'histoire de l'Allemagne contemporaine, enfin en tous les cas là, et très récente, mais qui a existé il n'y a pas longtemps. Voilà, 74, c'était avant-hier, historiquement parlant. Donc vraiment, la patrie des frères Werner, je vous dis, c'est un coup de cœur BD, c'est un coup de cœur tout court, donc de Philippe Collin et de Sébastien Goethals chez Futuropolis. Franchement, allez-y, parce que si vous aimez l'histoire, si vous aimez la BD, et si vous aimez un peu le foot, oui, parce qu'il y a beaucoup de foot, hein, quand même, voilà. Franchement, allez-y, parce que... Ils ont même décrit les rapports entre les joueurs de l'époque. Hein. C'est pas piqué des hannetons et c'est vrai en plus. Bref. Et ensuite, autre et dernier livre que j'ai lu dans la première quinzaine de juin,
C'est Peter May, donc Quarantaine chez Rouergue Noir. Alors, c'est un livre qui m'avait intriguée, et Peter May l'explique, il a écrit en 2005. Alors, je vous explique dans l'update que j'ai eu la même expérience avec un de mes bouquins, donc je comprends pourquoi il a fait le warning, surtout quand sortir son roman dans cette période de pandémie mondiale. Alors, on est à Londres, il y a un virus tueur qui se transmet sensiblement comme, enfin un peu plus que le petit connard là de Salopio là, enfin bon, un peu dans ce style. Et Londres est en fait, on va dire, outre en quarantaine, mais il y a des morceaux de Londres qui sont plus qu'en quarantaine, qui sont carrément isolés, qui sont carrément calfeutrés, qui n'existent plus ou qui sont désertés ou qui ont été... Voilà, il y a des endroits emblématiques de Londres qui ont été transformés en hôpital de guerre, en mouroir, en morgue, en fait, tout ce que vous voulez. Et au milieu de tout ça, très anxiogène quand même, vous avez en fait des meurtres qui se passent, notamment des personnes qui sont... En fait, on leur a arraché la peau. Il ne reste plus que les os. On va découvrir sur leur chantier un sac avec des os où, visiblement, on a curé les muscles, la peau, les tendons. Enfin, super. Donc, un inspecteur qui, lui, il est dans une mauvaise passe, hein, il faut dire. Et en plus, il va être touché par le virus à titre personnel. Enquête et veut savoir ce qui se passe, pourquoi, qui est ce tueur, etc., qui est commandité, et il y a toujours ce virus avec ce côté flottement où on se dit que peut-être le virus aurait été créé artificiellement, ou en tous les cas servirait les intérêts, bla. Alors, c'est un roman qui se lit vite, qui est facile à lire, hein. En plus, bon voilà, hein, c'est pas non plus, c'est bien foutu. Mais le problème, oui, alors vous avez dit, ça y est, l'autre. Oui, le problème, c'est que la fin n'est pas du tout originale. Et que, à une quarantaine, cinquantaine de pages, je commençais à me dire, mais c'est pas vrai, quoi. Il va pas faire un truc convenu. Et si. Et moi, j'ai trouvé que la fin n'était pas assez originale, pas assez surprenante, pas assez dans ce cadre-là, quoi. Et voilà, et à la fin, quand j'ai vu le mot fin, le point final, je me suis dit tout ça pour ça. Et j'ai été déçue parce que c'est vraiment la fin, pour moi, qui m'a laissé un sentiment très mitigé sur ce bouquin-là, alors que, honnêtement, j'étais pris par l'histoire et que je trouvais que c'était vraiment bien, que McNeill faisait... on suivait ses aventures, on suivait même les aventures de l'autre fou furieux, là. Mais même le fou furieux et le Maboul, là, c'était bien. Mais la fin est convenue, pour moi, pas assez originale. Et ça m'a posé un problème. Voilà. Donc, c'est vraiment... alors c'est pas une déception parce que c'est une bonne lecture, hein, mais pour moi il m'a manqué quelque chose et il m'a manqué l'originalité de la fin. Voilà, donc ça c'était les 4 livres que j'ai lus, 4 que j'ai lus donc dans la première quinzaine de juin. Donc je vous invite à aller voir l'update lecture. Je vais faire une pause, je vais mettre sur pause 2 secondes parce que Aix est en train de me bouffer le bouquin dont je vais vous parler maintenant. Bon, vous me direz, vu que le flop que ça a été, il peut bouffer. Mais bon, quand même, ça se fait pas. Bon, on va pas aller... non, on va aller récupérer le bouquin. Et déloger Oxoné. Oula. Aïe. Déloger Ox. Alors, voici les 3 que j'ai lus. La dernière quinzaine de juin. Alors, vous allez me dire, oh, pas beaucoup. Oui, alors, non, c'est pas beaucoup. Mais en fait, je préparais des trucs, donc voilà. De temps en temps. Alors, c'est surtout qu'il y en a un qui a traîné en longueur. Je vais vous expliquer tout de suite. D'ailleurs, je vais en parler tout de suite, comme ça j'inaugure le flop 2 de l'année, enfin de juin. Et je pense que les 2 là, la Jole et celui qui arrive, je pense que vous les verrez dans le bilan de fin d'année. Dans les flops, dans les déceptions de l'année. Je pense qu'ils sont bien en tête. Sachant que j'ai un bilan à mi-parcours qui sort au début juillet. Voilà, je vais le tourner d'ici là, rapidement. Mais voilà, comme j'ai fini tous mes bouquins pour le mois de juin, j'attaque. Allez. Donc, deuxième déception du mois.
La brodeuse de Winchester de Tracy Chevalier, édition de la table ronde, désolée. Alors, je l'ai lu en lecture commune avec Rosie Book. Je vous mettrai les liens dans la barre. Heureusement que Rosie et moi, nous nous sommes soutenus. On a beaucoup ri. Jaune, des fois. Non, on a beaucoup ri. On a beaucoup refait le monde, surtout. On a refait beaucoup l'histoire. Voilà, on l'a réécrite. Hein. En gros, c'est beaucoup plus rock'n'roll, hein, notre façon à nous. Alors, qu'est-ce que je vais pouvoir vous dire ça? Alors, bon, déjà, je vous pose la bête. Alors, Violette, nous sommes en fin 32, début 33. Violette est une jeune femme de 38 ans qui a perdu son fiancé à la Première Guerre mondiale, son frère aussi, qui vit avec sa mère qui est très aigrie. Alors bon, on peut comprendre qu'elle est aigrie, mais elle a d'autres raisons hein, d'être aigrie. Elle est limite acariade, mais elle est aigrie. Elle a perdu son mari, son fils, adoré. Voilà. Et bon, bah, sa fille et elle, ça s'éclate pas des masses ensemble. Violette n'a pas refait sa vie. Mais Violette est une femme moderne, hein, voilà, et elle va traîner dans les bars pour, on va dire, lever du damoiseau. Oui, parce qu'une femme a aussi des besoins, il n'y a pas que les mecs. Hein. Voilà, donc madame va boire un cherry au bar, et puis bon, le premier joli garçon qui lui fait du gringue et qui lui paye un verre. Voilà, on monte à l'étage. Et oui, oui, on appelle ça un chat, un chat. Voilà, elle s'envoie en l'air avec un inconnu dans les bars. Ça va, vous n'êtes pas choqués là? C'est bon. Donc, on en est là. Et un jour, elle en a marre de maman. Parce que maman est quand même assez méchante avec elle. Elle a un frère qui est marié, qui est bien balisé. Et elle décide de partir à Winchester pour un poste de dactylo, pour vivre seule. Alors, elle mange pas tous les jours à sa faim parce que bon, elle a pas trop d'argent. Elle se rencontre. Oh là là, elle se rend compte. Alors ça commence déjà. Je commence à couiner. Elle se rend compte que c'est pas facile de vivre seule avec un seul salaire, hein, parce que papa et maman ils lui laissaient beaucoup de choses. Ça va, 38 ans. Bon, bref. Et là, elle va rentrer dans la cathédrale de Winchester. Elle va découvrir qu'il y a un club de broderie qui est qui est animé par une certaine Louisa qui a existé, qui a entrepris avec ce club de refaire tous les agenouilloirs, tous les accoudoirs, tous les trucs de broderie. De la cathédrale pour que ça perdure dans le temps, etc., que ça soit plus joli, que ça habille la cathédrale, que ça habille les prie-dieux, que ça a pris... voilà. Et elle va rentrer là et elle va découvrir qu'il y a un autre club, le club des sonneurs de cloches. Voilà. Donc elle va croiser tous ces gens, etc. Bon, bref, on raconte ça. Alors, dans le club, elle rencontre deux filles avec qui elle se lie d'amitié. Elle va croiser un sonneur de cloche qui a pratiquement le double de son âge. Enfin non, il n'a pas de double, mais il a 24 ans 20 ans de plus, 22 ans de plus, etc., qui est marié, etc. Mais bon, voilà, un jour, sur un coup de tête, elle va se dire « je vais marcher d'une cathédrale à une cathédrale, je vais traverser la campagne anglaise, machin. » Et comme par hasard, elle se retrouve dans le village du sonneur de cloche, de Arthur. Voilà. Vous la voyez arriver, la daube? Nous sommes, et je vais être polie, non, pas polie, on s'est emmerdé avec Rosie, mais comme jamais. Mais bon Dieu, qu'est-ce que c'est lent? C'est nouillé à souhait. Nous, on s'est dit à un moment donné, vu qu'elle lève les garçons dans l'hôtel, ça va devenir un peu scabreux, on va avoir une histoire d'amour, même si elle est cucu la praline, mais on va avoir un truc, style, ils s'envoient dans les prés, en l'air dans les prés, dans la grange de papy, dans la cathédrale, entre trois cloches. Voyez le truc? Non? Bon, bref. Donc là, déjà, on s'est dit, oh merde, mais c'est lent. Alors, si vous aimez pas la broderie, je vous le dis, non, je vous préviens, parce que si vous aimez pas la broderie, si vous aimez pas les cloches, vous savez, quand vous allez dans la campagne et que vous gueulez parce que ça sonne 7h, midi, 7h à la Angélus, que ça dure 3 à 4 minutes minimum, et que vous en êtes à la limite de la mort au bout de 2 jours, alors que c'est vachement bien les cloches, moi j'adore. Hein. Bon bref, si vous aimez la campagne anglaise et les descriptions de la campagne, mais que vous avez dans la tête plutôt les descriptions Brontë, Austen, voyez ce que je veux dire? N'y allez pas, vous allez vous faire chier, je vous le dis. C'est long. Alors, je sais que j'en ai discuté en off, en MP avec quelqu'un qui a vu ma chronique sur une plateforme, qui m'a envoyé très gentiment
un MP assez remonté en me disant qu'elle avait adoré, que j'avais rien compris. J'adore quand on me prend comme ça, Rose Paul. Que j'avais rien compris, que c'était un livre féministe, que c'était un livre qui dénonçait l'injustice des femmes seules, sans enfants, pas mariées à cette époque-là, etc. Elle dénonçait certaines choses qui étaient très actuelles maintenant, qu'en Angleterre, ça avait été honni, etc. Ouais, mais pas comme ça. Voilà. Alors, j'ai répondu très gentiment que je connaissais l'histoire de l'Angleterre, hein. Voilà, j'étais d'accord avec ce genre de choses pour faire des livres, ça. Mais l'histoire est passée. On ne peut pas réécrire le passé. Vous pouvez gueuler, brûler tous les livres que vous voulez. Je lui ai répondu qu'elle pouvait brûler tous les livres qui étaient avant 2021. Ça posait aucun problème. Et que aucun grand auteur allait revenir pour faire une préface de son bouquin en disant « Désolé, mea culpa, je n'étais pas au courant que la condition des femmes était pourrie à mon époque quand je l'ai écrit. C'est honteux, bouh, que je suis un vilain garçon. » Voilà, personne ne va revenir là-dessus, on le sait. Donc je lui ai gentiment dit qu'en fait, ce qu'il fallait surtout, c'était ne pas reproduire le passé. C'est-à-dire que nous, on est en charge du présent, mais on ne peut influer que sur l'avenir. Donc nous, notre but, c'est on va dire, de donner les clés aux petits de maintenant, et je dis petits, petites et petits, garçons, filles, chats, chiens, ce que vous voulez, hein. Voilà, commencez pas à me dire « Ah, t'as pas parlé de... » L'être humain dans son ensemble, pour que, là maintenant c'est un peu, on va dire que les 2-3 ans là qui vont venir, 10 ans, c'est un peu foutu, hein. Vous comprenez bien qu'on va pas changer la planète dans 10 minutes, mais que j'espère que la génération, et je parle de ma nièce qui est née cette année, j'espère que sa génération aura l'occasion d'être à égalité avec quel que soit comment vous vous dénommez. Que toutes les personnes sur cette planète puissent être égales avec celles d'à côté, quel que soit leur sexe, quelle que soit leur religion, quelle que soit leur culture, quelle que soit leur envie, leur désir, etc. Si elles ont envie de rester 30 ans une femme pour finir être 30 ans un garçon, et puis après pour être quelque chose de asexué, mais tant mieux. Si ça lui plaît, si c'est sa vie, si cette personne veut être comme ça parce que c'est sa conception et qu'elle veut être à la fois une femme, un homme et rien ou tout en même temps, etc. dans sa vie parce qu'elle veut expérimenter tout. Mais vas-y, chatounette, chaton, tout net, voilà. Et donc j'ai répondu ça à cette personne qui m'a dit « Oui, mais la brodeuse, c'est de la grande littérature. » Non, putain, non. Non. Alors je lui ai gentiment dit, il faut relire Austen et Brontë un minimum, quoi. Alors bien sûr, hein, les personnages féminins ça va, des fois, voilà, mais non. Alors j'ai l'impression que Tracy Chevalier, pourtant j'avais bien aimé certains de ses romans, a eu une commande, c'est-à-dire style, tu coches tout. Tu coches la condition féminine dans les années 30, on parle d'Hitler sur sur le résumé, mais Hitler est cité 2 fois, ou enfin quelques fois, parce que c'est la montée du nazisme. Ben non, c'est l'arrivée de Hitler au pouvoir en 1933. La montée, c'est juste après, quoi. Et là, on se dit, mais qu'est-ce que vient faire ? Alors oui, d'accord, il parle de Churchill à un moment donné, dans le roman, en disant, oui, Churchill, les députés, il condamne Hitler. Oui, mais qu'est-ce que ça vient foutre dans l'histoire de Violette, qui est une gourde ? Faut le dire, hein, à un moment donné, c'est pas possible à 38 ans d'être aussi nouille. Alors je veux bien, elle a des circonstances atténuantes, elle pleure son fiancé depuis au moins 25 ans, mais... Enfin 23. Mais merde. À un moment donné, voilà, je vous dis, elle a coché les cases. L'histoire d'amour entre les 2 personnages féminins, on la voit arriver à 25 km. La mère, oui, oh là là, elle reste dans ses certitudes, mais c'est une femme du 19e siècle. Donc, c'est ce que j'essaye de faire comprendre à chaque fois, c'est que la perspective, quand on fait un roman historique, on ne peut pas, à un moment donné, mettre des codes contemporains dans un truc historique, ou alors c'est des gens avant-gardistes, et ces gens-là étaient en marge de la société. Je rappelle quand même que l'homosexualité en Angleterre a été... Enfin, l'interdiction de l'homosexualité en Angleterre a été interdite dans les années 60, quoi. 67, etc. Ce qu'on appelle la loi Turing en Angleterre. Donc, c'est pas une loi, mais c'est l'appellation qu'on a donnée. Franchement, enfin, je veux dire, à un moment donné, arrêtez. Alors, toutes les causes qu'elle met dedans, c'est très bien, mais c'est long, c'est lent. L'histoire,
elle est monocorde. Même l'histoire entre Violette et Arthur, elle est nouillette. Je vous dis, merde, il n'y a pas de scène de cul. Alors vous allez dire, il n'y a pas que ça dans la vie. Enfin, excusez-moi, même dans les films les plus... les livres les plus prudes de Austen, il y a quand même une scène où plus ou moins, bon, on les voit pas s'envoyer en l'air, mais vous vous dites, bon, quand même, voilà, il y a une déclaration d'amour, voilà, et je suis désolée, enfin, je sais pas, hein, si vous êtes tombé sur les lettres d'amour de vos grands-parents ou à grands-parents, moi j'en ai, hein. Punaise, c'était pas piqué des hannetons, hein. Ah, devant, c'était, oh non, madame, je vous en prie. Quand on s'envoyait des lettres, fallait voir les lettres enflammées et un peu coquines qui s'envoyaient, les vieux. Voilà. Donc là, il n'y en a pas. Si là, vous vous dites, mais d'accord, je veux bien. Alors moi, j'ai vécu avec beaucoup enfin, j'ai eu beaucoup d'histoires avec des Britanniques, hein. Mais quand vous êtes entre deux portes, ils sont pas si prudes que ça, les bêtes, hein. Faut pas croire. Donc arrêtez. Donc là, écoutez, il y a un moment donné, il y a une phrase érosive. Je pense que si elle regarde la vidéo, elle va rire. Il y a une phrase que prononce Arthur, mais c'est au-delà du nouillet. C'est même pas Harlequin n'aurait pas osé. Mais même pas. Enfin, même pas. Alors maintenant, il paraît que les Harlequins sont mieux écrits. Mais à l'époque de mes tantes, vieilles tantes, etc., s'ils n'auraient pas osé faire ça, quoi, c'est pas possible. Donc voilà. Je suis désolée, hein, mais c'est la déception parce que tout le monde, je voyais des retours dithyrambiques et nous, on s'attendait avec Rosie avec un truc, voilà, on adore la littérature anglaise, on s'est dit, ouais, ça va être super et tout. Voilà. Ça va, Rosie? On n'a jamais autant ri que pendant cette lecture commune. Pourtant, on se marre avec Rosie. Mais franchement, on s'est gondolé parce qu'on attendait, voilà, on attendait. Alors, après le... Sipide. Je me suis dit, faut que tu lis celui-là parce que celui-là, il peut pas te décevoir. Je sais pas, vous savez, le pif, là. Voilà. Et deuxième coup de cœur du mois, après Anatolia Rhapsody, Les Heures Furieuses. Je vais éternuer. J'ai éternué, j'ai les yeux qui pleurent. C'est putain d'allergie. Alors, non seulement il fait chaud, mais en plus, je me jette des allergies dès que je sors sur le balcon pour m'aérer. Bref. Les Heures Furieuses, Cassie Sepp, donc chez Sonatine. Quand ils l'ont annoncé, je savais que ce bouquin allait me révolutionner. Je sais pas pourquoi. Alors oui, c'est sous-titré sur les traces du manuscrit hyper dur de Harper Lee. C'est un bijou, ce bouquin, mais je vous préviens, c'est un livre enquête. Alors c'est un roman, mais c'est un livre enquête intelligent, très bien documenté, détaillé, assez exigeant. N'allez pas lire ça autour de la piscine avec en bac sonore de la musique d'été là, parce que ça va pas, je pense que ça va pas le faire. Enfin, à moins que vous ayez l'habitude. Mais moi perso, même moi qui ai l'habitude de lire en musique, voilà, y a des moments où il faut être concentré. C'est brillantissime. C'est très bien écrit. J'ai lu quelques pages en anglais parce que j'ai une de mes copines aux États-Unis qui l'a lu et qui m'en a envoyé 2-3 pages en me disant j'adore faire ça. Je lui ai dit tu m'envoies des pages au hasard et je lis. Et non, c'est très bien traduit, donc bravo à la traductrice de Sonatine. Alors, nous sommes en fait sur les traces de Harper Lee. Alors, je pense que tout le monde sait qui est Harper Lee, qui est donc l'auteur ou l'écrivaine, si vous voulez. De Ne tirez pas sur l'oiseau moqueur, qui est quand même un fondamental de la littérature américaine et qui est un fondamental de la littérature mondiale tout court. Voilà. Qui est une petite merveille. C'est une femme qui vient de l'Alabama. Donc, nous sommes en Alabama, dans les années 70. En fait, Cassie Sepp a fait 3 parties très distinctes. Le révérend, l'avocat, l'écrivaine. Donc le révérend, c'est Maxwell. On découvre qui est le révérend Maxwell. Et en fait, Harper Lee était reparti dans son Alabama natal à un moment donné pour couvrir ce procès, un peu comme elle avait fait aux côtés de Truman Capote, qui était un de ses potes, puisqu'il était aussi de l'Alabama, qui avait fait ce sublime livre enquête. Couvrir un procès, etc., à une région sûre de sang-froid. Donc, si vous ne l'avez pas lu, allez-y. Et Harper Lee avait été un peu son assistante pendant de longs mois sur cette histoire-là. Et en fait, quand elle a vu cette histoire-là, elle s'est dit,
je vais faire mon bouquin, je vais faire un reportage un peu comme Capote a fait pour De sang-froid. Elle était post Ne tirez pas sur l'oiseau moqueur, qui avait pris une ampleur énorme, qui lui avait attiré autant de fans que d'inimitié, y compris de jalousie chez Truman Capote, qui était quand même son pote, son ami d'enfance, on va dire. Et Cassie Sepp mêle les histoires, c'est-à-dire que elle développe qui est le révérend Maxwell. Alors Maxwell, en fait, a été marié, sa première femme est morte, ils s'aperçoivent qu'il a des assurances-vie sur pas mal de gens. Et les policiers, ils font l'enquête, mais ils trouvent pas comment... Enfin, ils se doutent peut-être que c'est lui, mais c'est peut-être pas lui, machin. Et en fait, sur quelques années, il va avoir pas mal de morts dans son entourage proche, notamment sa deuxième femme, qui n'était juste que le témoin oculaire du meurtre de la première. Vous voyez le truc ? Qui avait aussi une assurance-vie sur sa tronche. Ça aide. Et lors d'un procès où il est défendu par l'avocat, donc Hadley, qui est la deuxième partie, il est tué au procès d'une autre personne qui est morte dans son entourage, parce qu'il y en a 5, en gros, en quelques temps, sur quelques années. Et il est tué par une tierce personne, donc lors de ce procès, et son avocat va défendre son assassin. En fait, il va défendre l'assassin de son client. Et deuxième partie, Cassie Sepp développe la vie de l'avocat, qui il est, d'où il vient, quelles sont ses convictions. Et on est quand même en Alabama, dans cet Alabama où la déségrégation, c'est un mot assez abstrait pour certains, qui est encore bien tanké dans la ségrégation, dans ce côté sudiste, on va dire jusque-boutiste, surtout en Alabama, où c'est quand même le lieu du clan, donc du KKK, Ku Klux Klan pour ceux qui ne connaissent pas, qui est vraiment très marqué par l'histoire. Alors, je vous expliquerai après, voilà, mais moi je connais cet endroit et je connais l'histoire aussi pour d'autres raisons, parce que j'ai lu des livres d'histoire, histoire avec un H, sur l'histoire de l'Alabama, parce que c'est un endroit qui m'a toujours intéressé, parce que je connais, et puis voilà, j'ai des potes américains, et voilà, et elle va développer cet avocat qui a des similitudes avec Harper Lee, puisqu'elle a des similitudes avec le papa d'Harper Lee. Et la troisième partie, elle se focalise sur Harper, elle développe son enfance en Alabama, sa vie, sa volonté d'être un auteur, ce côté qu'elle savait qu'elle était un auteur là, vous savez. Enfin, si vous êtes auteur, c'est là. Là, dans les tripes, vous l'avez, là, entre là et là, vous l'avez. Vous savez que vous êtes fait pour ça, mais voilà. Et la gloire qui va lui tomber dessus, ce côté pression qui va lui tomber dessus constamment aussi. Bref, je développe pas plus, mais c'est un livre sublimement intelligent, très bien documenté. Il y a à peu près, je ne sais pas combien, mais il y a bien une quarantaine de pages de notes, à peu près 40, 50, de pages de notes. Et je vous invite à mettre un petit signet à partir des notes, parce que Cassie Sepp a fait un travail formidable d'archéologie documentaire. Ce qu'on fait tous quand on fait des trucs un peu comme ça. Elle a fouillé dans les minutes des procès, dans les PV des flics, dans les journaux laissés, dans les manuscrits inachevés, dans les notes laissées par l'auteur à sa famille, ou à une bibliothèque, ou dans les échanges de courriers qu'elle a eus, ou dans les échanges entre avocats et sa famille, dans les témoignages des survivants, des gens qui étaient témoins, des gens qui étaient là au procès, qui avaient connu Maxwell, qui avaient connu Hadley, qui connaissaient Harper Lee, de tout le contexte. Vraiment, c'est un livre enquête, je le rappelle, hyper brillant. Elle fait des apartés, enfin des chapitres sur historique. Par exemple, il y en a un sublimement intéressant sur l'histoire des assurances-vie, des créations et de l'apparition un peu en Europe pour une certaine raison, jusqu'à l'implantation en Amérique, sur le développement et l'ampleur que ça a pris, parce qu'aux États-Unis, tout le monde a une assurance-vie, c'est peut-être moins connu ici, mais là-bas, oui. Surtout le système
financier, le montage financier. C'est vraiment du grand art. Voilà. Je peux que vous recommander si vous aimez ça. Alors, je vous le recommande aussi si vous voulez avoir une vue sur l'Amérique profonde, sur le fait de cette scission qu'on voit, alors assez régulièrement quand vous vous intéressez à l'histoire, à l'actualité américaine, mais qui est présente depuis la guerre de sécession, que vous sentez quand vous allez aux États-Unis. Et quand je dis aller, c'est pas dans les hôtels pour touristes où vous êtes là et vous sortez pas trop des trucs touristiques. Non, quand vous vivez avec une famille, quand vous êtes avec une famille, quand vous connaissez des gens, quand vous vivez dans le pays, c'est quelque chose qu'on ressent quand on est dans les États du Sud, qu'on ressent notamment, surtout en Alabama. Ça explique beaucoup sur cette problème et tout ce qui est lié, qui a été lié à la mort de George Floyd, toute cette montée du mouvement Black Lives Matter, que ce mouvement a pris tellement d'ampleur, tellement de renseignements, parce que la ségrégation et la déségrégation, c'est quelque chose qui est assez abstrait, comme je vous disais, dans certains endroits, où il y a encore des choses qui se disent ou qui ne se disent plus, mais qui peuvent choquer. Par exemple, à un moment donné, elle emploie des mots qui vont peut-être vous dire « Oh mon Dieu !» mais non, c'est parce que dans cette époque-là, et même encore dans le vocabulaire, il y a des mots qui étaient employés régulièrement, parce que je rappelle que le mot « black » vient de Black Panther, et le terme « black » pour désigner un noir ou un afro-américain est assez récent, c'est les années 70. Mais par exemple, on employait, moi c'est ce que on m'a expliqué, on employait le mot « negro », donc N-E-G-R-O, pour dire noir, mais dans le sens de l'étymologie noir. Pas de la couleur noire, pas un truc c'est pas nigger, c'est pas nègre dans le sens nègre, voilà. C'était le mot noir qu'on employait, qui n'était pas un terme insultant ou péjoratif, mais le mot nigger est insultant et véritablement, c'est même plus qu'insultant, c'est une saloperie, quoi, voilà. C'est vraiment que les racistes qui emploient ce mot-là. Donc, voilà, elle explique tout le cheminement, et je pense que c'est un livre, si vous ne connaissez pas trop l'histoire de cette Amérique-là, profonde, de cette Amérique déchirée aussi, ça peut vous expliquer beaucoup de ce qui est en train de se passer aux États-Unis. Voilà. Donc c'est vraiment un livre sublime, merveilleux. Cassie Sepp, Les Heures Furieuses, donc chez Sonatine, mais eux, ils ont que des bons livres, donc on dit même plus rien. Et dernier, oui, je suis restée en Alabama, mais j'ai remonté dans le temps d'une dizaine d'années. Alabama 63, donc de Christian Niemek et Ludovic Manchette, donc chez Cherche Midi. Alors c'est un bouquin que j'avais repéré à la sortie littéraire de septembre dernier, que j'avais vraiment envie de lire, parce que comme je viens de vous l'expliquer pour Les Heures Furieuses, l'Alabama est un des États sur lesquels je lis assez régulièrement, j'aime bien. D'ailleurs, j'ai oublié, je vais vous le dire là, mais je vais vous recommander 2 choses visuelles après, histoire que vous, voilà, si ça vous intéresse, c'est quand même pas mal aussi. Alors là, nous sommes en 63, et je l'avais repéré parce qu'en fait, il disait que c'était une enquête entre un blanc et une black, donc on le voit sur la photo, et que ça se passait aux alentours du meurtre de Kennedy. Donc voilà, Bibi, Bamos, hein. Donc là, on est en présence, en fait, on est dans la ville de Montgomery, donc en Alabama, et c'est une époque, 63, où la déségrégation commence à arriver grâce au président Kennedy, et enfin, en gros, je schématise, commencez pas à gueuler, hein, mais voilà, ça commence à s'ouvrir un peu. Pas tout le monde était raciste dans ces états-là, mais bon, la majorité était habituée. C'est pas une question de racisme, c'est une question que, bon, voilà, c'était comme ça depuis 250 ans. Les blancs d'un côté, les noirs de l'autre. Les noirs étaient dans les champs, soit des bonnes, des ouvriers, des chauffeurs, des machins, et les autres, voilà. Alors, il n'y avait pas que des riches non plus chez les blancs, mais voilà. C'était bien séparé. Et là, la déségrégation arrive, mais à l'Alabama, tout arrivé, voilà. Et on a deux personnages emblématiques, on va dire.
D'un côté, on a Bud, qui est un ex-policier qui semblerait avoir tué son partenaire lors d'une soirée de beuverie, qui est maintenant détective privé, qui est un peu mis au banc, qui est dans la pente très descendante, autant que sa consommation d'alcool. Et de l'autre côté, nous avons Adela, qui est une maman de 3 enfants, qui est veuve, qui vit avec donc ses 2 garçons et sa fille adolescente, et son beau-frère. Et qui est black, donc, qui travaille chez quelques riches familles blanches, donc avec les femmes de ménage, hein, enfin les bonnes. Donc, et par un concours de circonstances, elle va se retrouver dans l'office de ce détective privé. Alors, ce qui va se passer parallèlement, c'est qu'il y a une petite fille noire qui va être enlevée, et qu'on va rechercher, qu'on va retrouver à peu près une semaine plus tard. C'est un jeune couple qui batifolait dans les foins, qu'on va retrouver une semaine plus tard, morte, violée. Et la police, ils sont mignons, mais bon, voilà, bon, c'est la police blanche, hein, donc oui, c'est une fille noire, hein, on va pas s'emmerder des masses. Bon, on cherche, mais on fait les horaires de bureau, quoi. Voilà. Une deuxième disparaît, on retrouve dans les mêmes conditions, voilà. Et les parents d'une des victimes vont, pas très, très contents, mais ils vont aller chercher Bud, ils vont le payer pour faire une enquête. Et lui, au début, il est un peu dans le sens de ses camarades, quoi. Policier, oui, bon, ça va, quoi. Et à leur contact, à tous les deux, petit à petit, ils vont s'ouvrir à l'autre. Et il va voir, lui, au début, l'opportunisme de Adela, qui est là, en fait, qui peut lui ouvrir les portes de la communauté noire. Et il va l'embarquer avec elle, avec lui, pour, que les gens s'adressent à elle, même si c'est lui qui pose les questions. Et il va la faire passer pour sa secrétaire. Et leur histoire, et leur quête, et leur enquête va se développer. Alors, je ne vous raconte pas, parce que c'est alors, bien sûr qu'il y a des clichés, bien sûr qu'il y a des choses, on est en plus, on arrive par chronologie entre septembre et novembre où il y a l'assassinat de Kennedy et on voit l'impact, et là, ce qui est assez vrai, l'impact que la mort de Kennedy a eu sur toutes les communautés, hein, voilà. Ça a été un déclencheur chez certains, d'autres un peu complotistes, pas du tout, bref. Mais c'est bien retranscrit la fracture qu'il y avait de cette Amérique-là, vraiment dans les débuts des années 60, entre les Blancs d'un côté, les Noirs de l'autre, entre ce qui était à faire et ce qui n'était pas à faire, avec les codes qu'on enseignait dès le biberon, que ça soit aux Blancs ou aux Noirs. On ne joue pas avec un Noir si on est Blanc, on ne fait pas ça si on est Noir, on ne dit pas ça si on est Blanc, on ne dit pas ça si on est Noir. Il y avait vraiment des codifications très très importantes. Alors, c'est un livre qui se lit très vite. Moi, je l'ai bouffé en 2 jours, hein, en gros. Hein. Il n'est pas très, très épais. Enfin, je sais pas, il doit faire 380 pages, 370 à peu près. Il n'est pas très épais. Il est écrit fluide. Visiblement, les auteurs sont des scénaristes, hein, à la base, hein, parce que les dialogues sont assez faciles à lire. C'est assez facile, c'est très aéré. Il y a beaucoup de dialogues. Voilà. C'est découpé par date, c'est découpé aussi par lieu et par personne. On rentre dans la vie intime des 2 protagonistes et des personnes qui y sont autour d'eux. Il y a aussi, d'ailleurs, on voit à un moment donné un couple lesbienne qui arrive, qui se cache, mais ce qui était la norme à l'époque. Hein. Mais voilà, on voit aussi, il n'y avait pas que le racisme anti-noir, il y avait le racisme anti-tout, hein, en gros. Voilà. Alors, le seul truc, vous allez vous dire, ah oui, aussi, oui, pareil que Quarantaine. J'interpelle les auteurs, hein. Mais pourquoi vous avez dévoilé le tueur à 40 pages de la fin comme ça? C'est tombé comme... Alors, c'est tombé, la révélation de qui est le tueur tombe comme un cheveu sur la soupe. Alors, il y a une petite fille qui a enlevé, et en fait, on nous dit textuellement qui est le tueur et pourquoi. En l'espace de 2 pages, et je me dis... Et alors, là, mon esprit... je me suis dit, alors, soit Adela va mourir, soit Bud va mourir, soit l'autre va être démasqué par les flics, qui n'ont pas l'air très fufutes, mais enfin dans les flics ou par Bud et Adela, et donc du coup il va se suicider sans passer par la case prison, etc. Il y avait tout un truc, et je me suis dit, pourquoi ils ont fait ça maintenant? Donc, c'est un peu comme le Peter May, la fin
n'est pas à la haut, enfin, n'est pas dans le prolongement de ce que j'imaginais. Moi, c'est con parce que je me suis dit, ils m'ont gâché la fin de l'histoire parce qu'une fois que j'ai su qui était le tueur, quel était l'intérêt de savoir, quoi? Quel est l'intérêt des 40 dernières pages à part de savoir ce qui va se passer pour Bud et Adela? Mais enfin, vous savez pourquoi il tue, enfin pourquoi, c'est un maboule, mais pourquoi il tue et qui tue et comment il a fait pour et qu'il n'a pas tué que les 3-4 dont on parle, mais qu'il a sillonné tout l'État. Et que c'est... Voilà. Donc, la fin m'a gâché, entre guillemets, mon plaisir de savoir qui c'était. Parce que j'avais un peu des doutes, mais j'étais pas sûre. J'ai eu des doutes sur 2, et je me suis dit, ah. Et après, il y en a une troisième, je me suis dit, ah. Et puis là, je me suis dit, oh merde. Voilà. Et j'ai textuellement dit, oh merde, pourquoi ils font ça là maintenant? Voilà. Donc je ne sais pas, je sais qu'il y a beaucoup d'entre vous qui l'avaient lu. Si vous l'avez lu et que vous avez pensé la même chose que moi à la fin, ou alors si ça vous a pas gêné qu'ils le disent à ce moment-là et que vous avez apprécié votre lecture jusqu'à la fin. Mais moi, ça m'a vraiment, ouais, pas démoralisé, mais ça m'a démoralisé de lecture. Je veux dire, je me suis dit, oh merde, est-ce que je continue vraiment les 40 dernières pages? Parce que maintenant que je sais qui c'est qui a tué, quel est l'intérêt, quoi. En plus, plus ou moins, j'ai devenu la fin, donc voilà. En gros, j'ai écrit la fin dans ma tête dès qu'ils m'ont dit qui était le tueur. Donc c'est vraiment très... Enfin, pour moi, c'est con. Et c'est... Voilà. Mais sinon, c'est un roman qui se lit bien. Ça... Même s'il y a des clichés, ça vous donne un avant-goût, moi je pense, pour lire celui-là. Sérieux, hein. Si vous voulez lire les deux, lisez d'abord celui-là qui va vous ouvrir un peu l'histoire de l'Alabama, de comment était ça. De toute façon, chronologiquement, c'est mieux. Et après, c'est beaucoup plus sérieux celui-là. Voilà. Donc ça, c'était tous les bouquins que j'ai lus pour au mois de juin. Ça va encore faire 3 heures, cette merde. Donc, bof. Enfin, pas mal, mais pas... Voilà. Sublime, coup de cœur. Gros flop. Pas mal, mais fin pas original. Petit coup de cœur. Je vais y arriver, hein. Je vais tout faire tomber, ça va être sublime. Deuxième coup de cœur absolu. Flop. Je les montre comme ça parce que je veux pas que vous soyez flop, quoi. Ah oui, non, c'est dans ce sens-là. Attends, j'ai encore... Non, mais je vous dis, moi, pour organiser les bouquins, c'est pas trop ma cam. Je suis un peu nounouille, mais je suis un peu comme Violette, je suis un peu nounouillette des fois. Voilà, donc ça, c'est tout ce que j'ai lu au mois de juin. Je suis assez contente de mes lectures. En fait, en gros, j'ai fait... ouais, non, je suis contente de ce que j'ai lu. Franchement, je pensais à lire plus, mais je me suis remis à la poésie. Et vous saurez pourquoi bientôt, enfin cet été quoi. Voilà, donc je me suis remis à la poésie, ça m'a arrêté dans mes lectures. Mais si vous voyez la vidéo que j'ai faite, non, que je vais faire sur mon programme estival, je vous explique ce que je compte faire cet été. Alors, la prochaine, c'est donc la pile à lire de l'été. Je vais vous présenter tous les bouquins que je vais lire cet été. Je ferai une palle juillet, enfin je vous expliquerai ce que je vais lire en juillet et en août. Je vous ferai une palle août. Simplement, bon, en gros, je vais rebooter mon ordinateur et je vais être obligée de désengager tous les logiciels que j'ai dessus. Donc je ne sais pas si Bébête, vu qu'il est tout vieux, il va arriver à tout remonter. Donc je ne suis pas un expert informatique, ça va me prendre du temps, je pense. Et c'est pour ça que je ne suis pas sûre que je puisse tourner une vidéo dans les conditions que je fais maintenant pour août. Donc je ferai une pile à lire été en vous scindant juillet et août. Et je la remettrai en ligne début août. Si j'ai pas le temps de tourner, enfin si je ne peux pas tourner la pile à lire, comme ça vous aurez vraiment voilà le morceau juillet, le morceau août, ça vous permettra de savoir, sachant qu'il y a des bouquins de la rentrée littéraire que je vous citerai parce que je ne les ai pas, ils sortent soit fin août, soit carrément début septembre, voire vers le 15 ou 9 septembre. J'en ai qu'un de la rentrée littéraire mais qui m'a été envoyé par mon ami, mais l'autre
l'écrivaine, excusez-moi. Voilà, donc je vous laisse pour l'instant. J'espère que ça vous a plu. C'est un peu long, mais comme vous savez, quand je suis lancée sur un très mauvais livre, on m'arrête plus, même sur le bon d'ailleurs. Donc d'ici là, portez-vous bien, faites attention à vous. Oui, hein, mesure barrière, c'est un peu ouh, mais pas ouh trop. Hein, sinon en septembre on va faire rideau et on va encore rester à la Casbah. Pas envie, hein. Pas envie du tout. Moi j'ai plein de choses à faire hein, en septembre, donc non. Hein. Voilà. Allez, portez-vous bien, faites attention à vous et puis prochaine vidéo, c'est la pile à lire. Alors, si d'entre-temps il y a le live du Club Book sur la chaîne des Indécis Livres, c'est mardi 29 à 20h30. Voilà, si vous voulez. De toute façon, je râlerai encore sur la brodeuse, donc ça va être open bar. Ça va être le club Ibiza mardi. Ouais, je crois que mardi, surtout qu'en plus, après, il y en a plus jusqu'à la fin août. Je pense que je vais partir en live. Comme d'habitude, vous avez l'habitude, tu crois. Il y a Hux qui vient de marcher sur le fil. Je crois que ça a fait arrêter la vidéo. Je suis pas sûre, je verrai au montage. Il est con ce chat. Mais Hux